En fait, on a dit beaucoup de choses sur l'open banking déjà, et sur l'open finance, et sur l'open en général ce matin. Je ne vais pas redire tout ce qu'on s'est dit, parce que c'était tellement riche que certainement je m'en mêlerai les pieds dans le tapis. Mais en tout cas, cette table ronde, donc standard, scheme et réglementation, quelle articulation pour mieux travailler ensemble, c'est une table ronde qui nous a paru importante de faire avec Finance Innovation, parce que finalement, alors d'abord, l'open banking, l'open finance, c'est des sujets en fait professionnels. Hein. Ça n'intéresse pas Madame Michu ni les établissements du rang. Et puis le marketing est passé par là. Hein. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Donc open banking, c'est quoi? C'est de la réglementation. C'est PSD2 ici en Europe, mais c'est quoi ailleurs? Enfin, de quoi est-ce qu'on parle? Les standards, c'est standard d'open finance. Donc open finance, c'est les standards, c'est pas les standards. Et puis PSD2, c'est de l'open finance, c'est de l'open banking, c'est quoi? Et puis il y a un certain nombre de choses qui sont apparues, notamment en Europe, hein, des schemes. Alors les schemes, ça n'intéresse pas du tout. Enfin, c'est incompréhensible pour Madame Michu et les établissements du rang. Mais j'imagine qu'ici, on est tous professionnels, donc vous savez de quoi on parle. Mais c'est quand même des notions assez compliquées. Alors qu'en fait, finalement, tout ça a été imaginé pour collaborer, coexister, s'articuler. Bah, encore faut-il en parler et, donc, et clarifier un petit peu les choses. D'autant plus qu'en Europe, l'Europe c'est quand même 27 pays. 27 pays qui n'ont pas attendu l'Europe pour normaliser, formaliser, standardiser un certain nombre de choses. C'est 450 millions d'habitants. Ça fait beaucoup. Hein, avec des habitudes qui sont très différentes entre les pays. Hein, je ne vous cache pas qu'entre l'Allemagne, payer en Allemagne ou payer en France, bah, c'est pas du tout pareil. Hein, il y a très peu d'usage de carte en Allemagne, alors qu'ici on paye beaucoup par carte. Et l'open finance dans tout ça, bah, si je veux résumer tout ce qu'on s'est raconté ce matin, hein, puisqu'on a parlé des intérêts, des avantages pour les particuliers, pour les entreprises, eh bien, c'est finalement l'ensemble des pratiques, un ensemble de pratiques avec un S, qui permettent aux services financiers d'être intégrés de façon sécurisée dans des parcours clients qui sont proposés par des différents acteurs, qu'ils soient financiers ou non financiers. Donc autrement dit, c'est un outil, enfin, ou un ensemble de pratiques qui permettent effectivement de répondre ou de contribuer à la réponse, de créer des expériences clients qui répondent à la demande d'aujourd'hui dans le monde digital. Alors j'ai oublié de me présenter, je vais en dire deux mots. Je m'appelle Bruno Cambounet, je travaille dans le groupe Sopra. J'ai un rôle de research pour le groupe et en particulier pour Sopra Banking. Personnellement, j'ai trempé dans l'open depuis au moins une dizaine d'années. D'abord en Angleterre, c'était le seul domaine qui était vraiment open à des non-banquiers, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et puis j'ai beaucoup contribué au Berlin Group, qui est le standard en Europe, qui est le plus répandu. 75% des banques européennes utilisent le standard Berlin Group, en tout cas sur son volet PSD2. Et depuis 3 ans, on a basculé sur l'open finance. Voilà. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais c'est un sujet qui me passionne, d'autant plus que c'est un sujet d'écosystème, encore une fois, pour apporter, pour être capable, par différents acteurs, de l'écosystème de créer de l'expérience client. C'est d'ailleurs ce qui nous a réunis avec Finance Innovation, de travailler avec l'ensemble de l'écosystème, donc bien sûr les banquiers, bien sûr les acteurs de paiement, mais aussi tous les acteurs qui soit bénéficient, soit contribuent à ce mouvement. Et c'est qu'en travaillant ensemble qu'on arrive comment dirais-je, à tirer parti des nouveaux paradigmes digitaux, si je veux employer des grands mots. Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vais me taire pour parler de cette approche et de l'articulation. Eh bien, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir d'accueillir Pierre, bienvenue, hein, qui se présentera, mais qui représente ici les régulateurs ou une partie des régulateurs, je ne veux pas. Je te laisserai expliquer. Une banque, Arkéa, avec Gildas, hein, qui est responsable des paiements, enfin du développement et des relations avec la place sur les paiements. Et parce que on parle d'expérience client, qui bénéficie, c'est les particuliers. J'ai parlé de monsieur et madame Michu, mais c'est aussi le bouclard du coin là, qui fait du retail et du commerce. Et on a... Hein?
C'est moi le bouclard du coin? Non, 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 tu représentes aussi le bouclard du coin. Non, justement, il y a un acteur en France qui représente l'ensemble des marchands. Et c'est pas facile justement d'embarquer le bouclard du coin, et encore moins les bouclards du coin. Enfin, ça, par contre, tu connais bien. Par contre, Mercatel, depuis longtemps, travaille sur ces sujets-là et l'usage des technologies au service du commerce. Donc, il sera avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertrand. Bon, quand on parle de standards et de scheme et tout ça, c'est aussi pour implémenter des solutions. Donc, José Rodriguez IST de Sopra Banking est avec nous pour nous donner un petit peu une vision du sujet, pas que française d'ailleurs, un peu espagnole aussi, hein, je pense que tu nous diras quelques mots. Voilà, et puis pour que la boucle soit bouclée, eh bien on a un TPP, un digne représentant des TPP, Olivier qui est le CEO de Bridge. Voilà, bah, écoutez, sans vous embêter plus avec mes discours, bah, je te donne la parole peut-être pour dire quelques mots sur ce que tu fais, sur ce que vous faites globalement à la Banque de France et au-delà. J'espère que ça marche, oui. Donc Pierre, bienvenue. Moi, je suis à la Banque de France. Je suis chef adjoint du service qui s'occupe des moyens de paiement scripturaux. Et pourquoi je suis là, c'est tout simplement parce que dans la mission historique de surveiller la sécurité des moyens de paiement, c'est greffé une nouvelle mission qui est de surveiller la sécurité de l'accès aux comptes avec notamment la deuxième directive européenne sur les services de paiement, la fameuse DSP2, qui a créé ce cadre réglementaire de l'open banking en Union européenne. Et à côté de cette casquette de vraiment chargé de surveiller la mise en place de la réglementation, on a une autre casquette à la Banque centrale qu'on appelle une casquette de catalyseur. C'est d'une certaine façon animer le marché, impulser, réunir les acteurs de marché, impulser les innovations dans un sens favorable à une stratégie commune. Et c'est dans ce cadre-là que notre service assure aussi le secrétariat du Comité national des moyens de paiement, qui a joué un rôle dans la mise en place du cadre d'open banking en France. Donc une vision assez française malgré tout, en lien avec la réglementation européenne, mais on sera très intéressé d'avoir aussi les échos de l'open banking et de l'open finance dans d'autres régions du monde. Ça me paraît tout à fait intéressant et nécessaire. Je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis content de voir que dans la salle, effectivement, la mixité est mieux représentée que sur l'estrade. Donc, Gilda Guilherme, je représente, je dirais, sur ce tour de table la partie des banques françaises. Crédit Mutuel Arkea, une banque territoriale dont, je dirais, le siège est d'ailleurs parmi les 7 banques majeures, puisqu'on est 7e banque française, notamment sur les paiements. La seule banque à avoir son siège en région, puisqu'on a notre siège plein ouest, en Bretagne. Donc je suis au sein de la direction des paiements du groupe Crédit Mutuel Arkea, en charge d'un département qui traite tout ce qui a trait à la relation de place. Alors la relation de place, c'est justement la relation avec le régulateur, avec Pierre et ses équipes que je rencontre souvent, avec également Mercatel pour la relation aux clients. La relation de place, c'est aussi la relation justement avec les schemes. J'aurais je ne sais pas si la chance, en tout cas l'honneur d'essayer d'en donner une définition de ce que sont les schemes et les systèmes de place. Donc Crédit Mutuel Arkea, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Fortuneo, Monext. Voilà, je donne quelques sigles pour que vous puissiez mieux identifier le groupe Arkea. Voilà, je vais laisser la main à mon voisin, à Bertrand. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis représentant effectivement du commerce à travers l'association que je dirige, qui s'appelle Mercatel, dont je suis le DG. Et puis Mercatel, c'est une vieille maison qui accompagne les commerçants dans la digitalisation des parcours et des parcours de paiement en particulier. Donc on travaille avec toutes les fédérations de commerce, mais sur la brique vraiment paiement monétique, caisse, système d'encaissement, logiciel de caisse, etc.
Et on est également présent dans les instances que Pierre évoquait, l'OSMP d'une part, le CNMP d'autre part, deux instances dans lesquelles on essaye de porter, dans l'une plutôt la voix des e-commerçants, l'OSMP, quoique il y a aussi d'autres sujets de fraude et de surveillance, mais au CNMP, on a été très présent également, alors c'était mon prédécesseur, mais sur les échanges autour de l'open banking et des API, Jean-Michel Chanavas, pour ceux qui le connaissent. Et puis, personnellement, nous, on co-dirige, on co-préside le troisième groupe du CNMP qui est dédié au paiement du quotidien. Voilà, la modernisation du paiement du quotidien, essayer de faire baisser les chèques, essayer d'introduire l'instant de paiement dans un certain nombre de parcours. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc moi, mon nom est José Rodriguez, donc je suis Digital Advocate Manager chez Sopra Banking Software. Donc je suis là, au niveau casquette, on parlait tout à l'heure de casquette, donc je vais représenter l'éditeur de logiciels. Nous avons au sein de Sopra Banking développé des logiciels autour de la PSD2, autour de l'open banking. Donc je vais partager avec vous cette vision de l'éditeur de logiciels par rapport aux standards, à la régulation, etc. Merci, bonjour. Je suis Olivier Binet, je dirige Bridge. Et Bridge, un acteur donc de l'open banking, même un pionnier de l'open banking, puisque nous étions les premiers à avoir un agrément pour faire ça. On parlait de connexion aux données bancaires. Les premiers à avoir pu faire ça en France. Ouais, l'autorisation de faire ça en France. Merci, j'espère que vous appréciez la variété des points de vue et des positions. Et je pense, encore une fois, je vous remercie d'être tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on essaye de faire tout ça. Alors, peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait faire... l'idée de la première question, c'est de rappeler un petit peu les objectifs et enjeux des standards, des schemes et des réglementations. Alors, chacun dans votre domaine, Pierre, peut-être tu peux commencer pour dire quelques mots pour rappeler les objectifs de ce qu'est ou ce qui a été ce qui a été la réglementation dans ce domaine. Puis ensuite, on continuera sur les schemes avec Gildas, etc. Pour faire un tout petit peu d'historique, effectivement, les services de paiement, le secteur du paiement, c'est historiquement un secteur bancaire maîtrisé par les banques. Et à partir des années 2000, le régulateur européen, les législateurs ont souhaité ouvrir ce marché des paiements. Ils l'ont déjà fait avec la première directive européenne sur les services de paiement au milieu des années 2000 en disant à côté des banques, on pourrait avoir d'autres acteurs régulés qui pourraient fournir des services de paiement. Donc on a vu les premières fintech émerger au tournant des années 2010. Et puis après, au milieu de la décennie 2010, donc 2014-2015, il y a eu la deuxième directive européenne sur les services de paiement qui a voulu aussi permettre l'arrivée de nouveaux acteurs, comme des pionniers comme Bridge, qui s'étaient positionnés sur le marché avec une approche tout à fait révolutionnaire à l'époque, c'est-à-dire qu'ils voulaient offrir des services de paiement, en tout cas des services, sans être le teneur de compte de paiement. Et donc, pour la première directive comme pour la deuxième directive, il y a eu la volonté du régulateur de concilier vraiment ouverture et sécurité. Et l'ouverture par des statuts adaptés à ces acteurs nouveaux qui forcément rentraient dans le domaine financier mais n'avaient pas besoin d'un statut bancaire avec tout ce que ça emporte. Donc ils avaient besoin d'un statut adapté mais exigeant, et en contrepartie des exigences de sécurité pour que l'accès aux comptes de paiement reste quand même sécurisé, que les gens gardent confiance dans leurs comptes de paiement et les services associés. Et donc cette réglementation-là, concilier ouverture et sécurité, à la Banque de France, avec les autres régulateurs, on l'a accueilli favorablement, notamment côté Banque de France dans le domaine du paiement, on y reviendra plus tard, mais on a une conviction forte, c'est qu'il faut développer le virement instantané, qui est encore trop faiblement développé en France. Il faut, dans le domaine des paiements, favoriser l'innovation. Le virement instantané y participe. Et la capacité d'initier des paiements à travers de nouveaux acteurs
apportait justement cette impulsion peut-être nécessaire de concurrence pour favoriser vraiment le développement du virement instantané en alternative par exemple à des usages de type paiement à la carte de proximité. On a toute confiance et le paiement à la carte fonctionne très bien en proximité, mais on pense que c'est aussi bien d'avoir des alternatives, de vraiment laisser, et ça c'est quelque chose de très fort comme conviction que je porte pas seulement, enfin c'est pas moi qui la porte, c'est notre gouverneur qui la porte, de laisser la liberté de choix véritable aux consommateurs dans leur façon de payer. Et puis un peu dans la même occasion, il se trouve que cette deuxième directive européenne sur les services de paiement a régulé un petit peu un nouveau champ, pas toujours strictement financier, mais sur l'accès aux données. Donc ça a été un peu, le secteur financier a été un petit peu pionnier dans l'open economy régulée. Donc effectivement, ce qui est intéressant, et on en reparlera, mais l'Europe, dans cette articulation standard scheme réglementation, a un petit peu par anticipation fait le choix dès 2015, alors que les usages étaient encore, on va dire, assez faibles, fait le choix d'avoir une approche réglementaire. Ça n'a pas été le choix dans d'autres grandes régions du monde, je pense notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on n'a pas fait le choix d'une approche réglementaire, on a fait plutôt le choix d'une incitation ou d'un cadre plus souple laissé aux acteurs de marché. Pour l'Amérique du Nord en particulier, puisque oui. Les Anglais, eux, ont opté pour une approche réglementaire qui est encore plus structurante et peut-être un peu verrouillée. À l'époque, le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, donc je pense c'est vrai, Pierre, ils ont peut-être influencé le cadre réglementaire de la DSP2. Oui, très bien. Gilda, si tu veux donner ton point de vue justement sur effectivement, mon point de vue côté banque. Alors, les banques sont des établissements régulés, France, Europe, et donc quand la réglementation, je dirais, elle s'impose à nous. Donc il va falloir la mettre en musique, l'embarquer. Sur les paiements spécifiquement, je dirais que les parties prenantes sont quand même nombreuses. La chaîne des paiements, c'est pas uniquement le régulateur, la banque et le client. On va avoir la banque, le client, le commerçant, le PAT, dans le cadre de la DSP2, des tiers, les TPP. Donc voilà, on est dans un modèle 4 coins, donc voilà, qui doit respecter un certain nombre de normes. Sinon, d'un bout à l'autre de la chaîne, on va dire qu'on risque si on commençait l'histoire par Bruno, arriver là-bas à Olivier, je pense si on n'avait pas un langage normé entre nous, on réussirait pas à se comprendre. Donc il faut qu'effectivement, dans la chaîne de paiement, tout se passe de bout en bout de façon normée. Alors, ce qu'on appelle les schemes, c'est quoi les schemes, ce terme franco-anglais. C'est en fait, je dirais, des entités, des institutions qui permettent de mettre en harmonie les différents acteurs de cette chaîne de paiement pour justement un bon fonctionnement de bout en bout. Donc ça amène, par exemple, au sein de mes équipes, à avoir des experts veille réglementaire, qui vont participer à un certain nombre de tours de table pour être à l'écoute des différents standards monétiques, standards CEPA, standards de l'acceptation, standards de l'émission, qui vont être chez STET pour le monde CEPA et l'instant de paiement, comme le disait Pierre, qui est en grande promotion actuellement au niveau France, Europe et chez nous côté bancaire. On va avoir d'autres qui vont être sur des tours de table chez Nexo qui s'appelle d'ailleurs Nexo Standards, sur des standards d'acceptation au niveau des commerçants. Donc voilà, une nécessité de participer côté bancaire à, je dirais, cette translation de la réglementation, comment la mettre en musique pour la faire quelque part, faire en sorte que le flux de paiement de bout en bout circule de façon normalisée. Et pour ça, effectivement, il y a un certain nombre d'entités, un certain nombre de schemes qui existent. Je vais en citer un en exemple, c'est l'EPC, l'European Payment Council, qui va établir des rules, des rulebooks, qui vont permettre à l'ensemble des acteurs de disposer d'un cahier de normes, quelque part, pour pouvoir échanger les formats de bout en bout, les échanger en flux émis, en flux reçus, les échanger aussi quand il y a des incidents.
parce que voilà, c'est pas toujours si simple que ça les paiements. Il peut y avoir aussi des incidents, donc y compris les flux d'incidents, il faut les normer. Il faut aussi normer les durées d'échange sur l'instant de paiement. Il faut que l'ensemble des acteurs respectent un certain délai dans les échanges en termes de gestion des acquittements. Donc tout ça, c'est traité au sein des schemes. Finalement, il faut voir les schemes comme une mise en harmonie, un tour de table. C'est pour ça que mon département, mon entité, qu'on retrouve dans d'autres banques, s'appelle relation de place, la place interbancaire, la place des parties prenantes des paiements. Et il faut les réunir, il faut qu'on se parle. On se parle, c'est un fonctionnement qui fonctionne vraiment très très bien en France. L'interbancaire fonctionne très bien. Donc cette participation au scheme, c'est quelque chose qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est vraiment une co-construction pour pouvoir faire en sorte que la réglementation, qu'elle vienne du régulateur français ou européen, qu'elle puisse être délivrée de bout en bout et dans un cadre sécurisé. C'est ce que Pierre a dit aussi. Je pense que ce mot-là, on va le dire plus d'une fois dans la table ronde. C'est nos clients attendent du banquier que ces données soient sécurisées et qu'effectivement on fasse tout ce qu'il faut pour justement avoir les bonnes normes et les bons assets pour ça. Donc tout ça, on le fait effectivement au sein de Scheme. Alors c'est un mot un peu générique, parce que ça peut être Visa, ça peut être Mastercard, ça peut être le GIE carte bancaire, ça peut être Nexo, mais je considère que les travaux que l'on fait aussi avec la Banque de France et le régulateur au niveau de CNMP ou SMP, c'est aussi quelque part un scheme. C'est dès lors qu'on met les parties prenantes ensemble, c'est le meilleur moyen de réussir. Et dans le cadre de la DSP2, ça a été très bien fait. Je pense que je ne compte pas le nombre de comités qu'on a pu faire ensemble. Et effectivement, autour de la table, c'était assez impressionnant. Il y avait à la fois des grands représentants du commerce, il y avait des prestataires de solutions techniques. Je pense à des Monex, qui est une entité du groupe Arkea, mais aussi ou Worldline, le régulateur, les banques. Voilà. Donc c'est vraiment une chaîne de... Les schemes sont là pour mettre en harmonie cette chaîne des paiements. Bon, alors côté commerce, nous, notre obsession, c'est le parcours client. Un petit peu les coûts aussi, mais le parcours client quand même. Donc, dans cette innovation qu'a apporté l'open banking, on était plutôt, bien évidemment, favorable à cette instantanéité qu'allait permettre, et ces nouveaux parcours, et ces innovations, et toutes ces briques de puzzle qu'on allait pouvoir assembler pour des parcours innovants dans le commerce et dans un certain nombre de contextes non commerçants. Donc, pour favoriser le parcours client. Alors, tu évoquais la manière dont ça s'est fait dans d'autres zones géographiques. En France et en Europe, c'est compliqué. Voilà, on a un certain nombre de pays. Il y a une directive, elle s'applique parfois différemment selon les pays. C'est pas facile de mettre tout ça en musique. Et donc, effectivement, tu citais, Gilda, les travaux du CNMP. On ne peut que saluer l'attitude du régulateur dans ses travaux à l'OSMP, mais au CNMP également, pour favoriser cette standardisation. Parce que qui dit parcours client, notre obsession, c'est effectivement que le client ne soit pas obligé d'avoir 10 wallets, 36 systèmes au moment de payer ses achats, que ce soit en ligne, en magasin. Il faut une certaine standardisation. La réglementation en Europe, on peut dire que c'est un mal nécessaire, mais on peut dire aussi que c'est une manière de forcer un peu la main des acteurs. On a un règlement sur les stands de paiement là, qui devrait sortir prochainement. La DSP2 a permis d'innover, d'ouvrir, de créer des synergies entre des acteurs qui ne se connaissaient pas ou pas bien et de travailler ensemble au CNMP à l'évolution de ça. Tu parlais du Berlin Group qui est le plus grand standard en Europe. Bon, on n'a pas de bol en France, on a pris un autre standard, les banques ont pris un autre standard. Donc on se retrouve encore un peu, on va dire, pas à la traîne, parce que, bon, je ne vais pas être méchant, mais on n'est pas dans la mouvance européenne d'open banking que méritent ces innovations. Voilà. Et nous, on pense qu'il faut aller plus vite, plus loin sur ces sujets-là. Alors avec de la standardisation, encore une fois, parce qu'on a besoin de ça.
Les schemes européens tels qu'ils se présentent en France, ils sont assez peu adoptés. Et la réglementation, on attendait effectivement qu'elle, parfois, puisse forcer la main un petit peu des acteurs pour avancer plus vite. Tout à fait d'accord. Donc nous, on est éditeur de logiciels chez Sopra Banking, donc on offre des solutions qui sont liées à la PSD2 pour couvrir donc la partie compliance de la PSD2, mais on offre aussi des solutions open banking qui permettent de tirer parti des informations qu'on peut collecter pour ensuite offrir au client final des solutions métiers intéressantes. Dans le cadre de cette création de solutions, on a depuis le début travaillé avec des acteurs qui définissent le standard, Berlin Group, STET, etc. L'objectif, c'était de mieux comprendre, on va dire, le standard qui était mis en place pour pouvoir ensuite créer justement ces solutions logicielles. Les objectifs liés au standard, ils sont multiples. Pour répondre à la question de Bruno, le premier, c'est la communication, c'est la collaboration entre les différents acteurs, c'est de mettre un langage commun qui nous permette ensuite de parler, de discuter, d'interagir ensemble avec des formats, une sécurité similaire, on va dire. Donc, le principal objectif d'un standard, au final, c'est de masquer la complexité technologique ou technique liée à ce standard. Ensuite, un autre objectif du standard, c'est aussi de favoriser la compétitivité ou la création de solutions ou de services dédiés aux clients, puisque on essaie quand même l'objectif, c'est quand même le client final, c'est de favoriser ou de fournir à ce client donc des solutions qui lui permettent de tirer avantage de la régulation, de tirer avantage de ces standards. Donc, grâce à nos logiciels, on a la possibilité, effectivement, grâce à l'open banking, on a la possibilité donc de créer ad hoc des solutions spécifiques. Ensuite, l'autre objectif d'un standard, c'est aussi de réduire les coûts. La réutilisation, c'est vraiment important. Donc, avoir une base solide qui permette donc de cette construction justement de ces cas d'usage, et aussi de favoriser l'interopérabilité avec, on va dire, les législations locales. Quand je dis législation locale, on s'est très vite aperçu que on avait une législation, on va dire, globale au niveau Europe, mais au sein de chaque pays, quand on a commencé à implémenter nos solutions, on s'est vite aperçu que chaque pays avait des standards différents, des prérequis différents. Et là, on peut parler, par exemple, des schemes de paiement spécifiques. Et il a fallu aussi intégrer dans la partie PSD2 l'utilisation de ces schemes-là. Là, je peux donner différents exemples. En UK, par exemple, avec le fax ou le paiement fax, ou au Portugal avec Multibanco, où par exemple on n'utilise pas un identificateur standard qui est l'IBAN, on utilise le BIBAN. Donc il a fallu adapter tout ça aux spécificités de chaque pays, et ça c'était important. Donc le standard, il est là justement pour faciliter tout ça et s'adapter aussi à ces législations-là. Okay. Pour moi, il y a 3 éléments. Le premier, sur la sécurité, Pierre l'a très bien dit, et je crois que c'est un succès à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de confiance particulier vis-à-vis de l'open banking, en tout cas parmi nous. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un enjeu fort, aujourd'hui, un problème à résoudre. Un deuxième, sur les standards, et là je rejoins beaucoup Bertrand, on a encore une hétérogénéité qui rend les choses difficiles. Mais il y a un grand oublié qui n'a pas été prononcé, c'est le côté performance. On n'a pas parlé de standard au niveau de la performance, et force est de constater que même la définition sur la performance, on n'a même pas de vraie définition sur la performance, et que ça c'est un vrai gros enjeu. J'ai parlé des parcours clients, c'est un peu ça. Non, merci. Non, mais je pense que là, c'est vrai que
comment dirais-je, la performance, il y a eu tout un groupe de travail. Enfin, on ne va pas synthétiser tout ce qui s'est dit sur le sujet. Il y a eu un effort de fait pour essayer justement d'avancer là-dessus. Je pense qu'on n'est pas encore au bout, manifestement. Je vais en profiter pour faire une petite remarque, Bruno, sur l'aspect performance. En fait, on dit standard, on dit norme. Dans la chaîne de valeur des accès aux comptes par les API, il y a juste un point important qui n'est pas standardisé, c'est les systèmes d'information des banques. Enfin, ils ne sont pas standardisés. On respecte des règles, on a des données assez proches, mais après, chaque système d'information bancaire est unitaire. Le mien n'est pas la copie de celui de l'ASG et celui de l'ASG n'est pas la copie de celui de BNP. Donc même si on a normalisé les API, qu'elles soient STET ou Berlin Group, et d'ailleurs les deux ont travaillé ensemble, hein. Ils ont été amenés à partager pas mal d'ateliers communs pour arriver à des API communes, qu'on prenne l'une ou l'autre, on s'en sort. Après, par contre, on arrive à quoi, et les TPP dans l'accès aux données et les agrégateurs, ils arrivent sur quoi? Ils arrivent sur le SI de la banque. Et là, effectivement, il y a aussi eu un travail important et peut-être des impacts sur les performances. C'est que les données, effectivement, les référentiels clients de l'un ne sont pas la copie de l'autre. Elles ne sont pas hébergées sur des plateformes techniques éventuellement similaires. Et voilà, donc voilà. Mais heureusement que les SI des banques ne sont pas normalisés au point des déclones les uns des autres, sinon il n'y aurait qu'une seule banque, on n'aurait pas besoin d'en avoir plusieurs, mais il n'y aurait pas de compétitivité commerciale. Mais voilà, je voulais aussi répondre sur cet aspect-là, peut-être des perfs qui sont un peu liés à cet aspect-là des choses. Non, je pense qu'il y a eu aussi des écarts d'implémentation ou des modes de fonctionnement qui sont différents, et c'est peut-être là justement, sur les modes d'implémentation ou les process d'interaction qui respectent la réglementation d'un côté, qui implémentent des standards de l'autre. C'est dans le scheme, c'est peut-être au niveau du scheme qu'on doit trouver un mode, un comportement et des performances qui permettent effectivement de délivrer la valeur pour les établissements du rang et le bouclard du coin, quoi. Voilà. Mais si on continue, est-ce que, bon là on a rappelé, alors je ne sais pas si c'était très clair pour tout le monde, mais on a vraiment parlé ici, et merci beaucoup de ça, ce que fait la réglementation, ce que font les standards et ce que font les schemes. On voit bien que c'est quand même assez compliqué, ça nous a pris du temps de partager ces différents points de vue, mais c'est vraiment important d'avoir ces différents concepts en tête, parce qu'on est en Europe et que l'Europe est une très très grande région. Il y a beaucoup de variations, contrairement à UK ou d'autres pays, je pense en Afrique ou au Middle East par exemple. Maintenant, on va, parce que c'est quand même le but du jeu, hein, c'est d'apporter un service aux consommateurs finaux. Alors peut-être pour toi, Bertrand, parce que tout ça, c'est bien, enfin, les standards, la réglementation, les stand payment, etc., ça coûte de faire tout ça. On le fait dans un but d'apporter de la valeur à certains. La question, c'est qu'est-ce qui est valorisable? Et vu des marchands, qu'est-ce qui est valorisable, justement? Du côté du marchand, c'est clairement des taux de transformation et des parcours clients optimisés, hein. Donc, plus on a des taux de transformation intéressants, des parcours optimisés, plus on a de chiffre d'affaires et de transactions qui aboutissent. Donc, de ce point de vue-là, l'open banking, les standards, la réglementation et les schemes peuvent apporter des choses. Et après, le temps de la réglementation, le temps du scheme, le temps du standard et le temps du marchand est parfois un peu divergent. Donc c'est là où il faut trouver une manière d'avancer coordonnée qui est pas simple. Mais nous, côté marchand, c'est clairement ça. C'est des taux d'acceptation, des parcours clients fluidifiés, des nouveaux services autour de ces parcours clients, hein. On parle de BNPL, on parle de... Et puis peut-être de la simplification et de l'instantanéité. Là, on a clairement, avec le virement instantané, l'initiation de paiement, l'open banking, un nouveau rail de paiement qu'il faut enrichir, qui est encore imparfait, mais qui, de notre sens, apportera beaucoup de valeur aux clients et aux marchands. Ça, c'est quand même une good news, hein, parce que s'il n'y a personne qui paye ce dont on parle, au bout d'un moment, ça ne marche plus, hein. Olivier, toi, sur un même genre de question, pour tes clients, qu'est-ce que tu vois valorisable? Nous déjà, ce qui est au-delà du pur paiement, on est un peu la nouvelle frontière. C'est nous qui sommes les pionniers dans apporter la banque dans des expériences complètement diverses.
Donc ça commence par des choses très proches, la comptabilité, la gestion, etc. Puis de plus en plus. Donc ça, c'est bien, mais ça ne marche que si l'expérience est très bonne. Et ce qui est très parlant, je vais donner un exemple très simple. Lors d'un rendez-vous de place, récemment, on dit bon, mais finalement, SP2, ça marche. On dit oui, ça marche. Mais quand on parle à un marchand ou à un consommateur final, un client, il ne veut pas juste que ça marche. Depuis que l'iPhone est passé par là, il y a une tolérance zéro pour le juste ça marche. Ça marche tout le temps, parfaitement, du premier coup, instantanément. Et c'est ça le gap aujourd'hui qu'il y a entre le bon, ça marche et le ça marche, tel que les critères d'exigence sont maintenant. Et ils ont beaucoup changé ces 10-15 dernières années. Et là, il y a un vrai gap. Et donc c'est ça qui est important aujourd'hui et qui va faire qu'on va démontrer beaucoup plus de valeur et qu'il y aura plus de valeur aussi à partager en amont. D'accord. Et sur le... Enfin, je reviens, je voudrais te challenger sur un truc. C'est, on a parlé beaucoup d'open banking, d'open data, etc. etc. Ouais. Est-ce que ça, parce que c'est grosso modo ce que fait Bridge, d'aller chercher des données transactionnelles, etc. Est-ce que cette agrégation aujourd'hui de données est valorisée par vos clients et par quels clients? Alors, les types de clients, j'ai dit, on a commencé par la partie comptabilité, gestion. Il y a une partie enrichissement de données aussi, qui était parfois difficile pour les banques elles-mêmes. Je pense que ici, bon, vous êtes des professionnels, c'est pas pareil, mais pour la plupart des gens, lorsqu'ils lisent leur relevé, c'est un peu compliqué à lire, de se souvenir de quoi il s'agit. Donc ça a aussi été un travail sur les données qui les ont rendus intelligibles, qui ont permis d'apporter de la valeur à tous les acteurs en aval, que ce soit de la comptabilité, de la gestion, le particulier pour la gestion de son budget. Ça, c'est vraiment la naissance de Banking, de Bridge. Donc il y a toute cette expérience-là qui aujourd'hui est mise au service d'organismes de crédit, de scoring, et demain, quelque chose qui va aller beaucoup plus loin. On parle d'onboarding client, de connect with my bank, quelque part, sur plein d'expériences diverses qui sont à vocation transactionnelle. Je dois me connecter quelque part, il y a une vocation transactionnelle, pourquoi pas finalement me connecter avec ma banque? Et ça, finalement, avec l'open banking, c'est possible. De façon sécurisée, avec la confiance qu'apporte ma banque, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire derrière, mais pour ça, il faut qu'il y ait une confiance absolue du consommateur. On a la couche sécurité, ça fonctionne, ok, le standard, ça fonctionne, bon, on peut s'améliorer, mais il manque vraiment le côté performance absolue pour aller beaucoup plus loin dans les expériences. Oui, peut-être ce que j'ajouterais, mais tu as tout à fait raison pour illustrer le propos. Quand vous achetez un bien, par exemple, et que vous allez mettre un crédit conso ou quelque chose comme ça, être capable de faire un scoring client qui va au-delà qui analyse simplement les transactions, donc qui tire parti de l'open banking ou des accès aux données, et qui permet de faire un scoring qui va au-delà et qui permet d'éviter, comment dirais-je, des exclusions de certains acteurs. Il y a certains professionnels et fintech qui se sont positionnés spécifiquement là-dessus pour aller proposer des crédits, et ce de façon instantanée, sur des populations qui jusqu'à présent étaient plutôt éliminées par les autres. Tu anticipes sur une prochaine table ronde, mais c'est pas grave. Non, venez à la table ronde aussi c'est à quelle heure? 15h40. Oui, c'est pas la suivante, c'est celle d'après. Voilà. Mais il y aura un sujet là-dessus, mais tu as raison, il y a des acteurs aujourd'hui qui veulent aller au plus près du risque sur le prêt, et pour ça, il leur faut une précision de données plus importante avec de l'instantanéité. L'open banking permet ça. D'ailleurs, aujourd'hui, des acteurs un peu nouveaux du crédit qui contractuellement, eux-mêmes, sont obligés et qui ne peuvent prêter que s'ils obtiennent les données via open banking. C'est même pas possible d'envoyer des relevés manuellement. Donc il y a vraiment un shift assez incroyable là-dessus. Et ça se valorise. À partir du moment où vous prêtez, d'abord, il y a un client content qui est prêt à payer pour ça. Et ça se valorise. Et c'est important de mesurer la valeur en bout de chaîne, parce que s'il n'y a pas de valeur en bout de chaîne, c'est même pas la peine d'essayer de répartir les coûts de ce que ça représente et de la valeur de ce que ça représente. Alors, je crois qu'on arrive aux limites de temps, donc on va aller vite, mais maintenant, aujourd'hui, et c'est un petit peu ressorti de nos échanges, mais il y a des limites aujourd'hui. Il y a des limites, éventuellement, des limites actuelles apportées par
le triptyque, on va dire, standard, réglementation standard et scheme. Quels sont vos points de vue aujourd'hui? On va reprendre avec toi peut-être, Pierre. Point de vue, c'est vrai. Pour reboucler avec ce que disait Olivier, on peut dire en partie que la DSP2, ça a marché. On peut dire en partie. On peut voir le verre à moitié plein. Parce qu'effectivement, on a sécurisé ces nouveaux usages, on a légitimé ces nouvelles fintech. J'ai l'impression avec ce type d'événement, on est la preuve qu'il y a quand même un écosystème d'innovation qui est très important. Et ça a bien marché globalement, et c'est notre perception côté Banque de France, dans le domaine de la donnée. Où il y a eu la DSP2 sur la partie vraiment accès au compte et les interfaces d'accès qui ont été un petit peu poussées. Mais il y a aussi à côté de ça, évidemment, le RGPD qui a apporté une couche de sécurité sur la protection des données personnelles. Je pense que c'est un autre composant important de la sécurité. En revanche, je dirais que sur la partie paiement, stricto sensu, on peut dire qu'on n'est pas à la cible. Les virements initiés par des prestataires tiers, c'est epsilonesque aujourd'hui dans le marché des paiements en France. On n'a pas vu de nouveaux usages véritablement décoller. Donc sans doute il y a une question de performance. La leçon qu'on tire globalement de la DSP2, parce qu'au niveau du régulateur européen, il se pose la question d'un nouveau cadre d'open finance. Ça me paraît très important. Open finance, c'est-à-dire un peu plus loin, on irait sur des choses, des produits d'assurance, des produits d'épargne, et pas seulement les comptes de paiement. Moi, je n'ai aucune info privilégiée là-dessus sur qu'est-ce qui se dessine à la Commission, mais ça me paraît en tout cas légitime et naturel de tirer les leçons de l'open banking de la DSP2 quand on réfléchit au cadre d'open finance. Sur l'open banking, la DSP2, on s'est lancé dans la réglementation sans scheme, sans standard. Donc très rapidement, les intérêts étant forcément divergents, pas toujours convergents entre les acteurs de marché, on nous a dit mais quelles règles pour telle et telle situation. Donc on a dû aller un cran plus loin que ce qu'on faisait d'habitude via le Comité national des moyens de paiement pour, en l'absence de scheme, combler un peu les silences et permettre ce dialogue entre les acteurs tiers et les établissements teneurs de compte. Donc on y a réussi dans une certaine mesure. Sans doute qu'il y a une révision de la DSP2 qui se prépare. On va pouvoir peut-être corriger certaines limites de la réglementation actuelle qui est très figée et qui n'est pas en tout cas adaptée pour être très agile. Ça, c'est normal. Il y a des exigences démocratiques qui s'imposent à nous. Donc nous, notre conviction, c'est que la réglementation ne peut pas tout. Il y a Michel Crozet, je vérifiais la référence quand même parce que ça fait écho à mes vieux souvenirs. Michel Crozet, qui est un sociologue, qui disait on ne change pas la société par décret, on ne change pas non plus un marché, les usages par décret, la réglementation ne peut pas tout. C'est pour ça que nous, on voit d'un œil très favorable l'initiative de l'EPC, le CEPA, Payment Account Access Scheme, justement pour mettre du liant, pour mettre des règles entre ces acteurs. Encore faut-il qu'il y ait au bout d'un moment des intérêts communs, aussi un modèle économique de part et d'autre. Et puis aussi, il faut être lucide, je pense, et là je reboucle avec ce que disait Gildas, voilà, on ne peut pas espérer une uniformisation complète de l'open banking. Il y a une complexité naturelle qui est liée à la diversité des acteurs, à la diversité de leur système d'information, et ça, c'est une complexité incompressible, et il y a justement des acteurs, à mon sens, comme Bridge, alors il faut que ça reste performant, hein, on s'entend bien, mais qui sont là pour gérer cette complexité et la rendre simple à leurs propres clients. Donc voilà un peu notre vision. Au-delà de l'ouverture et de la sécurité, il faut qu'il y ait ce dialogue vers les standards, les schemes. Il faut qu'il y ait une stratégie commune. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire via le Comité national des moyens de paiement, avoir une stratégie commune pour surmonter les divergences d'intérêts et que tout le monde aille dans la même direction. Stratégie commune, réponse aux besoins des utilisateurs. On peut espérer, voilà, il faut peut-être être un peu patient, mais on peut espérer que l'open banking, ces nouveaux usages se développent à un niveau plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Là, tu veux poursuivre? Je vais compléter, juste pour effectivement confirmer que la DSP2 a ouvert une nouvelle ère, a ouvert des portes. Qu'effectivement on est juste au début. L'initiation de paiement, qui est aussi permise par la DSP2 aujourd'hui, n'est pas réellement encore là, mais ça viendra, d'autant que je dirais que tout ce qui est autour de l'instantanéité, l'IP,
l'instant de paiement est en plein je dirais, développement au sein des banques et pour, je dirais, de toute façon aussi contrer quelque part les scheme cards. Hein. Ça peut avoir un intérêt effectivement, que cette avance que l'on a pu prendre en France et en Europe sur l'instant de paiement. On a de l'avance sur les États-Unis. Voilà. Il ne faut pas toujours dire que tout vient des US. Je pense que sur l'instant de paiement, on a vraiment pris de l'avance. Donc ça pourra, je dirais, servir notamment l'initiation de paiement. La DSP2, c'est une première étape. Ça a amené, je dirais, l'obligation aussi des banques à ouvrir leur SI. Et je pense qu'on ne va pas devoir attendre maintenant une DSP3, une DSP4 ou une DSPX pour continuer sur ce monde de l'API. Je pense que maintenant, les banques, notamment, et avec l'aide des tiers, des TPP et des fintechs, sont maintenant dans une ère de développement d'APIisation et d'amener d'ailleurs les équipes de développement à aller vers la proposition de produits, de services aux clients dans un mode API. Donc voilà, les premières API, c'est celle de la DSP2, l'accès au compte, mais maintenant les systèmes d'information et on va aller vers du banking as a service, de la finance embarquée. Voilà, ça a ouvert vraiment pour moi une nouvelle ère. Et ça, voilà, donc on va dire, c'est assez rare que le banquier remercie d'avoir de la réglementation, toujours plus de réglementation. Mais en tout cas, là, la DSP2 a ouvert des portes intéressantes pour aller vers ce que moi j'appelle de la plateformisation de services. Hein, là, parfois, c'est plus les Chinois qui ont un peu d'avance là-dessus, de mettre tout en mode plateforme, quels que soient les services qu'ils veulent proposer à leurs concitoyens. Mais en tout cas, plateformisation de services et de services sécurisés. La DSP2 a amené aussi de la sécurité, hein, parce que faire jusqu'à là de l'agrégation de comptes via du screen scrapping, c'est pas quand même l'idéal. Donc voilà, je pense que la DSP2 a amené aussi de la sécurité, donc le client s'y retrouve. Okay. On peut peut-être rebondir sur toi, Olivier. Ça change un petit peu ta vision, toi, des limitations. Tu en as évoqué un petit peu, mais moi, je pense qu'on est vraiment sur un basculement. Il y a plein de choses qui arrivent, qui vont changer les usages. La facturation électronique, par exemple, va amener des changements d'usage massifs. Je pense que les banques, et la plupart, en tout cas dans leur tête, ont commencé à basculer sur le mode de consommation futur de la banque. Et donc, il faut s'apaiser. On va faire ce néologisme. C'est un impératif. En revanche, l'espace-temps bancaire n'est pas forcément celui de l'espace-temps marchand, comme le disait Bertrand tout à l'heure. Là, c'est peut-être là qu'il y aura encore un peu de friction. Et puis, il va y avoir de la friction aussi sur le fait qu'il y a des modèles à trouver, il y a de la valeur à partager, et que là, c'est la jungle, hein, il va falloir partager, il va falloir se battre chacun pour partager la valeur. Donc j'espère que l'autorité de la concurrence va bien regarder tout ça aussi pour que ça se fasse bien. Tu veux rebondir, Bertrand, puisque... Oui, je ne peux que reprendre ce que dit... Bertrand va devenir mon meilleur ami, je vous préviens. Ce que dit Olivier. C'est vrai que l'espace-temps n'est pas tout à fait le même pour la standardisation, la réglementation, le marchand. Il y a un acteur qu'il ne faut pas oublier, c'est le client. Hein. Le client, il a des usages ancrés, il y a des usages qui évoluent lentement. Alors même si c'est rapide, moi je me souviens d'un grand acteur du paiement qui disait qu'un moyen de paiement, ça met 10 ans à s'implanter durablement. Bon, même s'il y a une accélération, effectivement, on est dans une phase de basculement et où il y a toute une nouvelle ère à inventer avec ces API. Ça va mettre quand même quelques années avant que chacun d'entre nous puissions payer par virement instantané chez tous les commerçants. Voilà, donc il y a encore un peu de friction de ce côté-là, mais moi j'ai confiance. Je crois que ça est dans l'air du temps. On y va et on va y arriver. Voilà. Vu d'un éditeur logiciel, là, José, tu veux dire un mot sur les limites que tu vois ? Oui, nous, quand on a commencé à implémenter des use cases spécifiques, orientés clients, justement, on a vu quand même quelques limitations au niveau de la DSP2. Au niveau des paiements, par exemple, où par exemple, les fees sont du côté client, hein, c'est pas l'habitude. Le client n'a pas l'habitude de payer pour ça. Donc, bon, peut-être que la régulation autour de l'instant de paiement va résoudre un certain nombre de choses, mais c'est ce genre de choses qu'on a retrouvé qui était difficile d'expliquer. On a eu aussi, et si on revient un petit peu en arrière, et on parle de screen scrapping, au départ, la DSP2, on voulait lutter aussi contre le screen scrapping, et on a très vite vu qu'il y avait des limitations au niveau du scope. Avec le screen scrapping, on peut accéder à
plein d'informations associées au client. Mais aujourd'hui, par exemple, avec la DSP2, bah, si vous avez un compte courant, effectivement, on arrive à récupérer toutes les informations financières du client. Mais qu'est-ce qui se passe s'il a un compte de dépôt, s'il a d'autres produits financiers? Et là, on a vu que on ne pouvait pas créer les mêmes use cases, on n'avait pas toute l'information n'était pas complètement disponible. Donc là, il y avait quelques petits soucis quand on voulait créer donc des use cases intéressants vraiment pour le client. Donc bon, c'est des limitations qu'on a vues très vite. La catégorisation de données, c'est pareil pour les TPP. Qu'est-ce qui se passe avec des transactions associées aux cartes bleues? On a la carte bleue qui apparaît. Comment on les catégorise? Donc on n'a pas, par exemple, le code marchand qui apparaît. Donc c'est très difficile pour mes collègues d'avoir une catégorisation fine et de pouvoir ensuite faire une analyse détaillée, financière du client et pouvoir proposer, par exemple, des solutions de scoring ou d'autres types de solutions que finalement l'utilisateur final, le consommateur, attend. Donc voilà un certain nombre de limitations qu'on a vues depuis le début dans la construction des use cases. Moi, ce que je trouve positif, c'est que on partage quand même à peu près les mêmes convictions et la même envie d'avancer. En mot de la fin, là, parce que là, je me fais gronder côté Lizzie, si chacun peut dire un mot de conclusion, s'il y a, en termes de clés d'une bonne synergie entre les standards, schemes et réglementations, qu'est-ce que vous diriez? Allez, un petit tour de table, là. Pierre. Ouais. Bon, je redis un mot que j'ai déjà dit, mais pas de problème. Stratégie, je pense qu'il y a une stratégie commune à avoir pour développer une vision commune qui surmonte un petit peu les différences d'intérêts. Et c'est cette stratégie commune, ces intérêts communs qui manquent parfois pour surmonter les difficultés. Je dirais continuer à travailler ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Comme disait Bertrand, il y a peut-être un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé, le mot client. Donc ce qui est important, c'est de la clé aussi, c'est de rester intelligible pour que toutes ces solutions-là restent intelligibles pour le client. Parce que jusqu'à là, il avait son chéquier, son billet de 20 € et sa carte. Voilà, tout ça éventuellement digitalisé sur mobile. Mais si on lui propose 10 wallets, comment est-ce qu'il va s'y retrouver? Donc ça, c'est le côté ne pas oublier le client. Multiplier ne veut pas dire faciliter. Faire attention à ça. Donc n'oublions pas et ensuite, moi, le terme clé, c'est travailler ensemble et collaboratif. Côté marchand, effectivement, il y a le client, toujours se soucier du client. Le business model, il est inventé, mais il sera nécessaire. Nous, on ne dit pas qu'il faut qu'on ait des paiements gratuits avec l'instant de paiement, par exemple. Il faut qu'on trouve un business model autour de ça. Mais hors de question, effectivement, de faire payer le client pour qu'il paye. Donc ça, c'est complètement incroyable. Après, il y a effectivement cette orchestration de toutes ces régulations qui arrivent, parce qu'il y a des SP2, il y a des SP3, il y a le règlement sur le virement instantané, il y a l'euro numérique, il y a le EPI, il y a le wallet identité. Tout ça pèse sur les banques, sur les commerçants, sur l'ensemble des acteurs. Et c'est vrai que d'avoir travaillé ensemble pour avoir cette vision un petit peu dynamique et stratégique de ces différentes évolutions est important pour pouvoir investir à bon escient. Bon, moi je vais un peu résumer ce que vous avez dit. Donc, éviter de travailler en silo, collaborer, puis surtout partager des objectifs communs et avoir une vision client ou consommateur final, puisque tout doit être orienté vers lui. Si on veut créer des use cases, si on veut évangéliser la DSP2, au final, on a besoin de ça. Écoutez, tout pareil, mais je rajouterai à nouveau, c'est ma fixette du moment, la performance. Je vois que Pierre a bien suivi. Mais merci, mais je pense que justement le travail qu'on fait avec l'écosystème là ne peut que favoriser tout ce qu'on se raconte. Et je pense qu'on est tous d'accord, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup.